Votre programme avec Omkia. Ouverture, porte, portail, pergola et store. Votre spécialiste de la rénovation, Omkia. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce jeudi soir en direct pour un nouveau numéro de 85 chrono. On va revenir ensemble sur toutes les dernières actualités sportives de cette semaine. Vous retrouverez comme d'habitude vos agendas, vos rendez-vous sportifs à suivre ce week-end. Et pour m'accompagner ce soir à mes côtés, j'ai le plaisir de recevoir Erwan De Brouwer, notre chroniqueur rink hockey. Bonsoir Erwan. Bonsoir Alexandre. On va parler de l'actualité rink hockey qui a été mouvementée, on peut le dire ces derniers jours du côté de la Vendéenne. Puis on va aussi parler football ce soir avec nos invités. Ils sont actuellement 5e de leur groupe en National 2. Nous avons le plaisir de recevoir le VHF Le Vendée Les Herbiers Football et son entraîneur de l'équipe première, Laurent David. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Et puis à vos côtés, on retrouve Nathan Jaworski, gardien de but de cette équipe du VHF. Bonsoir Nathan. Bonsoir. On va parler ensemble de ce début de saison du Air Bretais, évoquer la suite du championnat. On reviendra sur les dernières actualités du club et ce match notamment face à Bordeaux il y a une semaine. Mais avant d'échanger ensemble, l'actualité football de cette semaine était aussi marquée par l'annonce de la prochaine édition du Mondial Football Montaigu. La 52e édition du tournoi a été présentée hier mercredi soir à Montaigu-Vendée, vous le voyez. Rendez-vous au printemps comme toujours, cette fois du 14 au 21 avril 2025. Pour la première fois de son histoire, le mondial accueillera le même nombre de nations chez les femmes et chez les hommes, à savoir 8 équipes nationales. On y retrouvera notamment le Brésil, côté garçon, l'Espagne, côté féminin. Et pour en savoir un petit peu plus sur le plateau complet et les stades où se joueront les rencontres de cette 52e édition, je vous propose d'écouter le coprésident du tournoi, Franck Pifto, propos recueillis par Lise-Marie Delécrin. Alors les têtes d'affiche, comme on l'a vu dans la présentation, alors le Brésil en espérant fortement qu'il ne nous fasse pas faux bond comme l'année dernière, mais le Portugal qui revient au niveau des masculins, c'est top. L'Angleterre qui revient, c'est top. L'équipe de France, bien sûr. Enfin, il y a beaucoup de têtes d'affiche dans le tournoi masculin et dans le tournoi féminin, c'est juste exceptionnel parce que je crois qu'on a 6 des 8 meilleures équipes féminines au niveau senior. On va retrouver l'Angleterre, on va retrouver le Portugal, on va bien évidemment avoir l'Espagne, on va avoir le Japon, on va avoir le Mexique, on va avoir la France, la Chine, enfin c'est exceptionnel quoi. Pour le tournoi féminin, on va aller à Saint-Laurent-sur-Sèvre et puis on va aller à la Boissière-des-Landes, bien évidemment Montaigu. Et puis le tournoi masculin, on va aller à Ardelais, on va aller à la Châtaigneraie. Sur le littoral vendéen, on sera à Talmont-Saint-Hilaire et puis bien évidemment Montaigu. Les planètes semblent être alignées parce qu'on va être sur la 2e quinzaine d'avril. Donc normalement, on devrait avoir un temps un petit peu plus clément que celui qu'on a eu l'année dernière. On sera en période de vacances scolaires. On va aller drainer l'ensemble des spectateurs sur toute la Vendée. Bon, tout devrait se passer normalement, quoi. Voilà, rendez-vous donc dans un peu plus de 4 mois maintenant pour cette 52e édition. Et puis toujours en football, nous vous en parlions lundi dans 85 chrono après le 8e tour de la Coupe de France le week-end dernier. Le tirage des 32e de finale est désormais connu. Pour rappel, un seul club vendéen, la Roche VF, a réussi à se hisser à ce niveau de la compétition marquée par l'entrée en lice des formations de Ligue 1. Et justement, pour ce 32e de finale, le groupe de Frédéric Reculot est tombé sur un club de l'élite, le Stade Brestois 29. Programmation connue, c'est le samedi 21 décembre prochain à 15h30 au stade d'Henri Desgranges qu'aura lieu cette confrontation. Une très belle affiche, donc, puisque pour rappel, les Tisef sont actuellement 11e de Ligue 1 et toujours engagés en Ligue des Champions. Le Stade Brestois 29, Laurent David, vous le connaissez bien. Vous avez notamment entraîné l'équipe réserve du club. Une superbe affiche en Vendée qu'on va retrouver. Pour La Roche, en tout cas, c'est une superbe affiche. Recevoir un club quand même qui évolue en Ligue 1, plus cette saison en Ligue des Champions. Donc je pense que ça va amener beaucoup de monde, beaucoup de curieux au stade. Donc belle affiche, ouais. Donc on verra. Voilà, belle affiche à retrouver dans 15 jours. Donc, et puisqu'on parle de cette Coupe de France, on va commencer à en parler justement avec vous. Vous étiez engagé le week-end dernier sur le 8e tour de la compétition. C'était en Gironde face à Bordeaux. Défaite 2-0 avec un doublé de Yanis Mergi, 2-0 à la pause, 2-0 score final. Laurent, vous n'étiez pas sur le banc pour cette rencontre. C'était votre adjoint Nicolas Thibault qui y était. Vous avez tout de même assisté à cette rencontre depuis les tribunes. Quel sentiment vous laisse du coup cette sortie au 8e tour de la Coupe de France ?
Bon, il y a toujours une déception de quitter la Coupe de France, forcément. Après, sur le match en lui-même, il n'y a pas de réelle déception, même si on a eu un premier quart d'heure relativement cohérent. On a fait un peu, je dirais, jeu égal avec cette équipe de Bordeaux. Malheureusement, sur quelques erreurs inhabituelles, je dirais, défensives, on a été sanctionné. Et à 2-0 à la mi-temps, sur un match comme cela, c'est compliqué de revenir. Et alors on a essayé, bien évidemment, offensivement de changer les choses. Mais on aurait pu aussi en prendre, s'il y a eu quelques contres et quelques arrêts de Nathan aussi. Et voilà, mais on a surtout, je dirais, perdu ce match entre la 15e et la 45e, où on a été, je dirais, défensivement pas habitué cette saison, mais à des erreurs qui ont coûté très cher. Nicolas Thibaud, votre adjoint, disait que peut-être les Herbiers n'avaient pas montré ce dont ils étaient capables vraiment sur ce match-là. Vous êtes d'accord avec votre adjoint ? Quand on ne gagne pas, oui. Après, sur le match en lui-même, non. On a peut-être manqué un peu de caractère sur ce match-là, peut-être parce qu'on a pris aussi un but sur lequel on n'est pas habitué. Et derrière, peut-être que mentalement, effectivement, ça a été difficile pour certains joueurs. Après, il y avait un contexte aussi particulier, avec un match à huis clos. C'est jamais simple à gérer. Alors, bien évidemment, pour l'adversaire aussi, hein, mais peut-être encore plus pour nous, parce que Bordeaux, c'est ce que j'avais dit aux joueurs, avait déjà eu l'occasion d'avoir des matchs à huis clos en Coupe de France cette saison. Et puis non, je pense que le premier but, c'est vrai que sur cette petite erreur où on doit tout simplement dégager en touche, et puis on ne le fait pas, on veut protéger, et puis on prend ce but, et bien à partir de 1-0, c'est compliqué. Et puis il faut reconnaître aussi que Bordeaux est un redoutable adversaire, et que sur ce match-là, ils ont mérité la qualification. Puis un adversaire, on rappelle que vous retrouvez aussi bien dans ce groupe en National 2 que vous affronterez au début de l'année 2025. Nathan, comment vous avez vécu vous ce match ? Laurent a dit quelques arrêts qui ont permis quand même de rester dans ce match sans être trop distancé. Quel est votre sentiment aussi après ce match ? Décevant, forcément, parce qu'il y a l'élimination, c'est ce qu'on retient le plus. Le contenu du match, je pense que le contenu de la première mi-temps n'a pas forcément été le meilleur par rapport à ce qu'on est capable de faire. Comme l'a dit le coach, voilà, des erreurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et donc forcément, ouais, je pense que c'est le mot frustrant, quoi. Vraiment frustrant. Ça vient aussi conclure une belle parenthèse, qui est cette Coupe de France quand même dans la saison, avec notamment, on le rappelle quand même, l'élimination de l'AC Ajaccio, à Massabielle, 2-1. Ça vient conclure... 4 tours passés plutôt réussis quand même, Nathan, aussi de ce côté. Ouais, c'était une belle aventure. On a quand même, on n'a pas été éliminé par une équipe inférieure à nous au niveau, donc c'était le premier objectif qu'on s'était fixé entre nous. Et puis on a quand même éliminé une belle équipe avant d'Ajaccio dans un contexte avec un match, on va dire, à rebondissement assez surprenant. Donc on va dire que ça reste un bon parcours de coupe, même si forcément, quand on échoue, on va dire, à un palier des 32e de finale, ça reste quand même dommageable, on va dire. En tout cas, retour sur le championnat vraiment à plein temps, on va le dire, ça va être aussi dès ce week-end, déplacement face à Dinan-Léon qui est 12e. On va retrouver justement le classement de ce groupe de National 2. On va le voir, Laurent, vous êtes actuellement 5e avec votre groupe. Après 11 matchs disputés, quel premier bilan vous tirez cette fois-ci du côté du championnat et de cette National 2 ? Je dirais que je suis partagé. Je pense que d'un point de vue comptable, on aurait pu espérer un peu mieux. Notamment sur certains matchs en début de saison, on a vraiment dominé, on a eu beaucoup d'occasions, mais on n'a pas été relativement réaliste. Et ça, c'est de notre faute. Et puis après, il y a eu 1 ou 2 matchs où il y a eu des décisions un petit peu délicates. Mais donc voilà, donc 16 points, ça reste cohérent, mais je pense qu'on pouvait espérer un petit peu mieux. C'est pas fini. La poule allée déjà n'est pas terminée. Donc là, il nous reste aussi 2 matchs avant la trêve hivernale, et notamment celui de Dinan qui arrive. Il faut continuer à travailler, prendre les points. Mais je pense que cette équipe est capable de faire mieux. On est capable en tout cas de faire mieux, mais ça va revenir. On a aussi été assez malheureux avec les pépins. Mais ça fait partie d'une saison, et c'est les aléas d'une saison, donc mais je pense qu'on est capable de vite réagir, de vite rebondir après cette défaite à Bordeaux, et puis ce sera le premier objectif déjà des Dinan, et ensuite Bourges avant la trêve. Justement, Laurent, vous parlez des pépins physiques. Vous avez perdu notamment Jérémy Billy sur ce match face à Locminé que vous aviez remporté 5-1. Peut-être que nos téléspectateurs se demandent quelles sont les nouvelles aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des nouvelles rassurantes pour Jérémy Billy ? Il va bien. L'opération qui a été longue s'est très très bien déroulée. Il récupère bien. On a eu la chance de le revoir depuis 2 jours au stade. Donc il est revenu, amoindri bien évidemment, mais tout va bien. Il est dans les temps, même un petit peu en avance. Donc voilà, on va pas faire de plan sur la comète sur son retour, mais on espère le revoir sur les terrains avant la fin de saison.
Donc, on a parlé de ce début de saison aussi un peu délicat, donc 2 nuls, 2 défaites pour commencer cette saison en National 2. C'était votre première, en tout cas vous, Nathan, dans les cages herbretaises. Vous êtes arrivé à l'intersaison en provenance de Saint-Malo. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le projet Herbretay et dans l'envie de venir en Vendée s'insérer dans ce projet ? Le discours du coach sur le projet de jeu. Voilà, je me suis totalement retrouvé là-dedans, dans la volonté de jouer l'offensive et essayer de développer un jeu, on va dire, agréable pour les spectateurs. Donc, puis forcément, les Herbiers, c'est un club qui est quand même plus ou moins connu. L'épopée Coupe de France, voilà, j'ai pas forcément connu de parcours avant ça à Saint-Malo, donc forcément tout ce contexte-là fait que ça m'a plutôt attiré et je suis très content de mon choix. On voit quelques-uns de vos arrêts, notamment sur penalty. Là, c'était face à Ajaccio. Et puis le dernier penalty arrêté en date, je crois, contre le Stade Poitvin. Défaite 1-0 à domicile il y a quelques semaines. Il a fallu aussi changer de gardien, Laurent, puisque Rémi Pillot et Théo Hamelin étaient partis en fin de saison dernière. Comment s'est imposé le choix de Nathan dans la cage ? Bon, ça faisait un moment qu'on le connaissait, qu'on le suivait, avec André Gaborit, qui est responsable du recrutement avec moi. Et il fallait aussi trouver un gardien, même s'il est jeune, expérimenté par le niveau, parce que ça fait quand même quelques années qu'il joue avec Saint-Malo à ce niveau-là. 2, c'était aussi par rapport au projet de jeu. Comme on a effectivement, nous, tendance à essayer de repartir et prendre des risques il nous fallait un gardien qui soit en adéquation avec ce qu'on voulait mettre en place, donc plutôt avec un bon pied. Un bon jeu au pied, voilà. Donc voilà, et donc après, donc ça a discuté un petit peu, et puis Nathan a fait le choix, je pense le bon choix de nous rejoindre. Et donc voilà, c'était une priorité forcément par rapport à, la perte des gardiens que l'on avait, et essayer de trouver quelqu'un qui puisse vraiment intégrer parfaitement le projet de jeu mis en place, et son jeu au pied notamment a fait la différence par rapport à beaucoup d'autres forcément. Et puis forcément, quand on a un bon gardien, on a aussi bien peu de buts encaissés, 8 buts seulement encaissés sur ces 11 premières journées. Vous êtes co-meilleure défense d'ailleurs de votre groupe en National 2. Ça fait aussi partie de cette clé de voûte et de ce projet d'avoir une défense solide. Nathan, vous l'avez peut-être remarqué dès vos débuts finalement. Ouais, alors on a surtout bossé d'abord l'offensive, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à mettre en place offensivement ce qu'on voulait en prépa, mais aussi défensivement. Et ouais, franchement, les résultats sont plutôt bons, on est quand même assez cohérents. On a pris quelques buts sur coup de pied arrêté en plus, assez évitables, donc non, les stats sont cohérentes. C'était un objectif aussi, je pense, du club de retourner parmi les équipes du haut de tableau, entre guillemets, dans le sens clean sheet et but encaissé. Donc pour l'instant, on est sur la bonne voie, maintenant il faut continuer, quoi. Cette entente aussi avec la défense, elle s'est tout de suite bien passée. Oui, il y a eu un petit peu de temps d'adaptation peut-être sur ces premières journées. Sur les 4, enfin sur tous les défenseurs, il n'y a quasiment que des nouveaux, dont je fais partie. Donc c'était aussi un chantier par rapport à ça, de s'adapter rapidement. Je pense qu'on a des personnes intelligentes dans l'équipe, donc ça s'est fait assez rapidement. On va dire la cohésion c'est bien faite. Donc ouais, ça a assez vite fonctionné. Et puis on parle tous le même langage, on va dire. Donc c'est pour ça que ça marche bien. Validé par le coach ? Oui. Effectivement, on avait... il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs aussi, donc forcément une défense à reconstruire. Et c'est aussi parce que sur les années précédentes, on avait pris un peu trop de buts aussi. Je pense que là, les choix que l'on a pu faire nous donnent raison, parce que oui, on a pris 8 buts en 11 matchs, et sur les 8 buts, il y a quand même 4 pénaltys. Donc ça veut dire qu'il est difficile de nous marquer des buts dans le jeu. Donc on a encore des choses forcément à corriger. Mais après 11 matchs de championnat, être meilleure défense du groupe, c'est aussi un signe. Et c'est souvent un signe de bonne santé pour une équipe. On va avoir l'occasion justement de parler de tous ces axes d'amélioration et puis ce qui encore est à suivre pour vous dans cette suite de saison. Avant cela, je vous propose de découvrir la première partie de vos agendas, de vos rendez-vous sportifs du week-end. Agenda préparé ce soir par Aurélien Huard. On débute cet agenda avec du basket et la 9e journée de Wonder League. L'équipe de La Roche-sur-Yon aura comme objectif de confirmer sa dernière victoire à Chartres. Les Lyonnaises reçoivent Tarbes samedi soir à partir de 20h à la Halle des Sports des Oudéries. Juste avant ce match, l'équipe espoir du RVBC jouera face à Saumur lors de la 10e journée de National 2 féminine. Coup d'envoi à 17h15. Toujours en basket, 15e journée de National 1 masculine. Chaland reçoit Fougères vendredi soir à 20h30 à la salle Michel Vrignot. Les deux équipes totalisent 8 victoires. À noter qu'une opération solidaire sera organisée au profit du Secours populaire. Les spectateurs pourront amener une peluche pour les enfants les plus démunis.
Lors de cette 15e journée, l'équipe des Sables d'Olonne se déplacera à Vitré. En football, 12e journée de National 2, le Poiré-sur-Vie, 15e au classement, accueille Locminé, 10e, samedi à 18h. Déplacement à Dinan-Léon pour les Herbiers et à Bourges pour la Roche-BF. À l'étage en dessous, en National 3, 10e journée, Chaland, 2e au classement, accueille la réserve d'Angers, 8e. Fontenay, 4e, affronte le Théarène, 11e. Le leader, la Châtaigneraie, se déplace à Vitré, tandis que la Roche-Essau, 3e, ira jouer à Saint-Philbert-de-Grandlieu, 13e. Et puis en Division 3 féminine, ce sera la 8e journée dimanche. L'équipe de la Roche-Essau, 4e, affrontera Saint-Denis, 7e. Coup d'envoi à 14h30 au stade de Saint-André-d'Ornay. Du rugby également dimanche, avec la 10e journée de Fédéral 2. Le FCY, 8e au classement, accueille le Pays d'Auray, 10e avec une seule victoire. Coup d'envoi à 15h15. A noter qu'en Fédéral 3, le leader, les Sables d'Olonne, se déplace à Plouzané. Et puis en rink hockey, 7e journée de National 1 Élite. La Vendéenne, 5e, reçoit Coutras, 2e, samedi à 20h30 à la salle de l'Angelmière. Le match entre Saint-Omer et le Poiré-sur-Vie a déjà été joué avec une défaite des Genoux, 6-3. Voilà, deuxième partie de votre agenda à retrouver en fin de cette émission. Et puis un mot rapidement qui concerne l'actualité du Vendée Globe. Ce 26e jour de course a été marqué par l'abandon du skipper de Bureau-Vallée, Louis Burton. L'annonce est tombée ce jeudi dans un communiqué paru peu avant 3h du matin. Une décision qui fait suite à une sérieuse avarie survenue sur un élément mécanique du gréement de son IMOCA, ne lui permettant plus de manœuvrer son bateau. Louis Burton en avait informé la direction de course hier mercredi. Et après avoir longuement tenté de trouver une solution pour réparer en vain, le 3e de la dernière édition a donc dû se résoudre à abandonner, lui qui avait déjà rencontré une première avarie il y a 15 jours avec ses fissures qui étaient apparues sur son IMOCA. Louis Burton fait donc désormais route vers la ville de Cape Town en Afrique du Sud. Et pour plus d'informations, sachez que vous pourrez retrouver le journal du Vendée Globe de ce 26e jour préparé par Aurélien Huard à partir de 19h45 et dès à présent en replay sur tvvendée.fr. Autre actualité, autre sport, c'est l'heure de notre chronique Rink Hockey. L'actualité Rink Hockey avec vous, Erwan De Brouwer. Alors on va parler de l'actualité qui a été très mouvementée du côté de la Vendéenne. L'information a été confirmée bien par nos confrères de Ouest France en début de semaine. Après 2 saisons passées sur le banc de l'équipe première, l'entraîneur espagnol Marc Salicru s'en va. Oui, absolument. Le début de saison a été relativement mouvementé. D'un commun accord, Marc a demandé à démissionner. Le club a accepté. Et donc, effectivement, il ne sera plus entraîneur de la Vendéenne à partir du 14 décembre, après le match de Coupe d'Europe la semaine prochaine. Ouais. C'est ça. Alors, Marc Salicru était arrivé donc, du Poiré, c'est ça, début de la saison, c'est ça, 2022. Il quitte le club en cours de saison. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'origine aussi de cette décision ? Forcément, c'est des désaccords entre le club et l'entraîneur. Quand à un moment donné, il y a comment les discussions sont rompues, ça reste compliqué. Chacun a évidemment ses points de vue, que ce soit pour l'entraîneur ou que ce soit pour le club. Et quand il y a des accords, c'est compliqué de pouvoir continuer une saison comme ça. Vous l'avez connu, en tout cas, vous, en tant que coach, Erwan, pour votre dernière saison sous les couleurs de la Vendéenne. Quel bilan on peut dresser justement du passage de Marc Salicru sur le banc de la Vendéenne ? Le bilan de Marc, moi, je le trouve extrêmement positif. C'était un très bon, et c'est encore un très bon tacticien et un très bon technicien. Il a apporté beaucoup au club sur la vision de jeu, la philosophie qu'il a pu apporter. Qui nous manquait très clairement, qui pouvait manquer à la Vendéenne. Maintenant, l'aspect sportif, il y a toujours les deux aspects, sportif et extra-sportif, et quand on retrouve une cassure dans l'extra-sportif, c'est toujours compliqué de pouvoir se concentrer sur le sportif, mais son bilan, il est extrêmement positif. Et puis oui, notamment vice-champion de France, tout de même. Ouais, vice-champion de France, il y a eu 2 demi-finales de Coupe de France perdues, une élimination de Saint-Omer l'année dernière en quart, alors effectivement une défaite contre Ploufragan, mais l'année d'avant, on perd contre Saint-Omer au pénalty en Coupe de France en demi-finale. Il y a eu des matchs de Coupe d'Europe où on n'est pas passé loin de pouvoir se qualifier. Donc non, le bilan sportif est très positif. Donc Marc Salicru s'en va, vous l'avez dit Erwan, avec justement ce 8e de finale retour face à Val d'Agneau en WSE Cup. On connaît déjà le nom de celui qui va lui succéder. Oui, absolument, ça va être Nuno Dominguez, qui est un entraîneur
un entraîneur portugais qui a fait plusieurs piges entre Turkel et Tomar, qui sont des clubs qui sont plutôt reconnus au Portugal, des clubs de formation. Voilà, le club a été en contact avec lui pour pouvoir le recruter, qu'il vienne, et puis effectivement prendre la suite de Marc derrière pour pouvoir terminer la saison correctement. Donc changement de coach, mais aussi départ du côté des joueurs. L'effectif va évoluer un petit peu, notamment le départ du numéro 99 de l'équipe, Marc Povedano. Oui, absolument. Alors Marc, c'était pas prévu. On va dire probablement que l'ambiance générale a fait qu'il a pris cette décision-là. Il a décidé de signer à Saint-Omer. Donc c'était pas forcément attendu. Et Marc était qui était un éducateur au club aussi. Donc, on voit la vidéo d'annonce justement du club de Saint-Omer. Donc ça a été une annonce un peu inattendue. Bien sûr. Effectivement, vous l'avez dit, il faisait partie aussi des murs du club, puisqu'il était dans la formation lyonnaise. Ça va faire aussi beaucoup de chamboulements, parce qu'il y a un autre joueur qui s'en va, c'est le Portugais Marcos Pinto, qui lui aussi quitte la Vendée. Ouais, alors Marcos, c'était plus lui, pour le coup, c'était attendu, il l'avait annoncé, il part sur un projet de vie qui est totalement différent. Marcos, il part en Suisse. Voilà, il était au club depuis maintenant plusieurs années. C'est une perte pour le club, mais effectivement, il l'avait annoncé. Il l'avait annoncé il y a un petit moment, et bon, on peut que respecter son choix, et c'est un projet de vie qu'il a décidé de mener avec sa petite famille. Donc voilà, il va jouer les derniers matchs avant la trêve, et pourvu que ça se passe du meilleur possible et qu'on lui réserve une belle fin. C'est ça, un bel hommage à l'Angélemière, bien sûr. Exactement. Un coach et deux joueurs qui partent aussi en cours de saison, ça amène pas mal de chamboulements. À quelle suite de saison on peut s'attendre pour la Vendée? On l'a dit, toujours engagé en Coupe d'Europe, et puis aussi bien classé en N1 Elite. Ouais, ça apporte énormément de changements. Alors il y a l'aspect sportif, il y a l'aspect aussi club, parce que contrairement à certains sports, les joueurs ne sont pas professionnels. Pour la majeure partie, ils sont aussi éducateurs au club. Donc, par exemple, Marcos donnait des cours de patinage dans les écoles. Marc s'occupait aussi d'une section espoir au club, plus de tous les entraînements. Donc, c'est énormément de chamboulements là au niveau du club. Les dirigeants se sont creusés les méninges. Il y a eu quelques nuits blanches. Ils ont réussi à trouver la force pour pouvoir justement passer au-dessus et proposer des solutions, puisqu'on a des licenciés derrière. Donc par rapport à la saison sportive, à voir, on ne sait pas trop. Je pense que, voilà, à partir du moment où il y a un climat un petit peu plus de tension, les joueurs vont peut-être aussi se lâcher. Le départ de certains joueurs va aussi permettre à d'autres joueurs de prendre d'autres responsabilités. Donc c'est très difficile de pouvoir dire finalement là ça va repartir, ou alors ça va s'effondrer, ça va être dur. Maintenant il va falloir faire avec les forces en présence, peut-être aller chercher un joueur, mais voilà, là pour le moment on est un petit peu plus dans le flou par rapport à ça, et voir aussi au niveau des joueurs, eux, comment ils vont répondre par rapport à cette situation. Ouais. Notamment à suivre attentivement ces prochaines semaines et prochains mois. En tout cas, la vie du championnat continue, puisque vous l'avez entendu dans l'agenda de tout à l'heure, la Vendée affronte Coutras ce week-end du côté de l'Angélemière. Merci beaucoup. Erwan, on en sait un peu plus, ça y est. On revient donc sur l'actualité footballistique avec nos invités du Vendée Les Herbiers Football. On va se pencher aussi sur cette deuxième partie de saison, enfin en tout cas la trêve qui s'approche. En termes de recrues aussi, on a appris il y a quelques jours l'arrivée d'un attaquant en renfort, Ludéric Etondé. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir aussi du mouvement sur les prochaines semaines et cette période hivernale, Laurent? Non, normalement non, c'est pas prévu. À moins d'un gros problème, mais non, l'arrivée de Ludéric Etondé était aussi pour combler le manque de Jérémy Billy, tout simplement. Je crois qu'on a un groupe qui est suffisamment solide et élargi aujourd'hui pour faire un bon championnat, et l'absence de Jérémy Billy forcément devait être compensée, donc on a mis un peu de temps, parce que c'est pas facile de trouver un joueur pour remplacer ce type de joueur justement, et Ludéric correspondait à ce qu'on souhaitait. On a mis du temps, mais on a trouvé le joueur qui, je pense, peut nous amener un plus offensivement. Qui arrive de Saint-Brieuc et qui vient du coup encore compléter ce groupe qui s'était beaucoup étoffé à l'intersaison avec une douzaine d'arrivées environ. Quel bilan aussi vous tirez pour ces nouvelles recrues? On a aussi beaucoup vu, notamment ces dernières semaines, Shelton Guillaume qui a performé au niveau de l'attaque herbretaise. Il y a des motifs de satisfaction aussi un peu sur toutes les lignes finalement.
Ouais, globalement, je suis vraiment satisfait de toutes les recrues. On a pris quelques joueurs expérimentés, mais surtout aussi des jeunes joueurs en devenir. Donc il faut qu'ils s'acclimatent aussi à ce championnat, parce que c'est un championnat difficile, bien plus difficile que la saison passée, avec le fait qu'il n'y ait plus que 3 groupes par rapport à l'an passé où on avait 4. Globalement, on est content, il y a une bonne progression, il y a des joueurs qui sont même, à mon avis, assez performants et je ne m'attendais pas, donc c'est plutôt bien. Maintenant, il faut qu'ils continuent à travailler. Voilà, on a un groupe de 18 joueurs, hein, c'est pas non plus énorme sur une saison. Mais voilà, il y a encore une deuxième partie de saison qui s'annonce plutôt sous bons aspects, de bon augure, je pense, et à nous d'aller provoquer les choses pour faire une bonne fin de championnat. Nathan Jaworski, d'accord avec ce que dit aussi Laurent David sur le fait que voilà, ce groupe de National 2, il est assez dense, il est étoffé. Vous connaissiez aussi la N2 avec Saint-Malo. Est-ce qu'on est sur aussi un niveau qui s'est accru sur ces dernières saisons ? Forcément, avec la réforme. De toute façon, ça se vérifie assez facilement. L'année dernière encore, il y avait 4 poules de 14. L'année d'avant, il y en avait 4 de 16. Donc forcément, là, il n'y a plus que 3 poules de 16. Donc ça a quand même enlevé pas mal d'équipes. Donc mine de rien, forcément, ça fait comme un entonnoir. Donc le niveau augmente. Et c'est assez logique. Et tant mieux d'ailleurs. Et justement, ce groupe, il est dominé pour l'instant par Saint-Malo, avec 25 points. Vous avez toujours des nouvelles, j'imagine, du club là-bas ? Ouais, bah forcément, je m'entendais très bien avec les joueurs qui sont. Il y a pas mal de top mecs là-bas, donc ouais, je suis forcément ce qu'ils font, parce que de base, ils sont dans la poule, donc c'est surtout pour ça aussi que je suis. Mais voilà, bah, tant mieux pour eux, hein, si pour l'instant, ils sont plutôt bien classés, donc voilà. Bon, et puis retour en tout cas pour vous pas très loin, hein, du côté des Côtes-d'Armor ce week-end à Dinan-Léon pour cette 12e journée. Dinan-Léon au classement 12e du championnat. À quelle rencontre vous vous attendez, Laurent, du côté de la Bretagne sur vos terres ? Ça va être difficile, c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. Elle était sur 3 défaites avant de venir gagner à La Roche 2-0 avec une grosse domination de La Roche avec simplement 2 occasions mais 2 buts pour Dinan. Donc ça montre la difficulté. C'est une équipe qui défend très très bien, qui est très bien organisée. Et ce sera à nous de trouver les clés pour provoquer cet adversaire et repartir avec les 3 points. Je crois que c'est important après, même si c'est une autre compétition, la Coupe de France, après une défaite de rebondir. Donc l'objectif il est d'aller chercher ces 3 points à Dinan, mais on sait que ça ne va pas être facile parce que c'est mine de rien, c'est une équipe qui est à 13 points, donc qui fait un début de saison relativement correct et qui est à 3 points de nous, donc ça peut aller très vite. Donc à nous de les mettre à 6 points samedi soir. Et puis il y aura ensuite un dernier match face à Bourges, Oui. vendredi 13 du côté de Massabielle. L'idée, ça va être de terminer sur une bonne note. Il y a eu quand même aussi cette série dont on n'a pas parlé de 10 matchs sans défaite, avec 6 matchs, 4 victoires, 2 nuls en championnat, 4 victoires en Coupe de France. Repartir sur une série, on le sait, c'est ce qui permet de grappiller tout de suite des places au classement. Oui, c'est voilà, dans une saison ça arrive. On a eu 2 défaites d'affilée, on a rebondi. Là on vient d'avoir 2 défaites. À nous de rebondir, on est capable. Donc oui, il faut s'y mettre. Il reste que 2 matchs avant la trêve. Après ils auront 8 jours de repos bien mérités. Et puis on repartira. Mais c'est vrai que de pouvoir bien finir l'année civile en prenant le maximum de points, ça permet aussi de repartir sur de bonnes bases pour la saison, pour la fin de saison. Si on se projette un petit peu plus loin justement que cette trêve et la suite de saison, c'est votre 3e saison pour vous, Laurent David, sur le banc Air Bretais. Vous aviez terminé 9e la saison dernière. Quels sont concrètement les objectifs du club pour cette saison ? Est-ce qu'on se situe sur un top 5, un peu plus ? On s'était fixé top 6 parce qu'avec la refonte, c'était compliqué de savoir exactement le niveau réel qu'on pouvait avoir par rapport à ce nouveau championnat. Je pense que l'objectif il est raisonnable. Si on reste sérieux, rigoureux, je pense que c'est un objectif qui doit être relativement atteint assez rapidement. Un championnat aussi qui voit bien 2 autres équipes vendéennes. On a parlé de la Roche-Vève tout à l'heure. Il y a aussi le Poiré-sur-Vie. Le fait d'avoir 2 autres formations comme ça à vos côtés, est-ce que ça pousse aussi à performer mieux et essayer de trouver cette suprématie vendéenne, ou alors pas du tout ? Non, franchement non. Après, ce sont des matchs différents quand on est opposé à ces clubs-là. De toute façon, pour l'instant, tous les derbys on fait que des 1 partout. Donc voilà. Mais après, non, il n'y a pas de. C'est bien de finir devant eux.
ça c'est clair, mais c'est pas une fixation. L'objectif est de finir devant un maximum d'équipes. Donc c'est pas un championnat dans un championnat. Je m'attache pas à regarder d'abord en priorité les résultats de La Roche ou du Poiré. Je regarde tout. Nous, c'est de finir le plus haut possible, mais il n'y a pas de championnat dans un championnat. Bon, en tout cas, et puis on l'a vu tout à l'heure au classement, deux équipes qui vivent en tout cas un début de saison compliqué. La Roche-Veuve 14e et le Poiré survit 15e. En tout cas, pour vous, la suite, on l'a dit, c'est le déplacement à Dinan-Léon donc ce week-end. Et puis, prochain match, le dernier match de l'année à domicile face à Bourges pour le vendredi 13. Je vous propose de parler d'autres actualités encore sportives avant de passer à l'agenda du week-end avec un rendez-vous pour un Vendéen sur les rings de boxe. C'est le boxeur Enzo Gros qui remet les gants vendredi du côté de Pessac pour son 5e combat chez les professionnels. 10 mois après son dernier combat, le Sablé de 25 ans tentera d'aller décrocher son 4e succès en carrière chez les pros, lui qui reste sur un bilan de 3 victoires pour une défaite. Vous le voyez sur ces images, nous étions présents hier soir, mercredi, lors de son ultime entraînement, aux côtés de son papa et entraîneur Nicolas Gros. Mathis Pires, journaliste de la rédaction, est allé recueillir les dernières impressions d'Enzo avant son combat. Il évoque notamment le profil de son futur adversaire. On l'écoute. C'est une fausse garde, donc comme moi, donc c'est-à-dire qu'il a le pied droit devant. Donc c'est un boxeur assez atypique qui bouge pas mal. Donc à boxer, c'est pas forcément ce que je préfère, mais on a travaillé sur ça pendant des mois, donc ça va le faire. Je me sens très bien. La préparation a été bonne, que ce soit physiquement, mentalement ou sur le ring. Toutes les confrontations sont bien passées, donc hâte d'y être. D'habitude, on travaille sur du bi-quotidien. Là, c'est un entraînement par jour, c'est très court. Il y a même plus de récupération que de travail physique en soi. On règle le petit dernier ajustement, on se met bien mentalement et puis tout le travail, il a déjà été fait de toute façon. Chaque combat, de toute façon, il y a un enjeu forcément, donc on ne veut pas perdre. Mais c'est un combat que je me sers comme de préparation un peu pour les combats qui sont à venir. Ça va permettre de me rôder dans ma boxe, de savoir ce qu'il y a encore à travailler, ce qui est acquis. Et puis aussi bonne nouvelle pour les Vendéens, puisque après son combat à Pessac, Enzo Gros devrait retrouver son public du côté des Sables d'Olonne pour un combat organisé au mois de février. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, en février prochain, le comité d'organisation du circuit des plages vendéennes, on parle de cyclisme, à présent a confirmé le maintien du programme complet de ces épreuves pour l'édition 2025. Une annonce qui intervient dans un contexte économique difficile et ce malgré le désengagement total de la région des Pays de la Loire, indique le communiqué. Le circuit des plages vendéennes se tiendra donc bien du 15 au 23 février prochain. Avant le mois de février, il y a ce week-end et voici la deuxième partie de vos rendez-vous du week-end. Du hockey sur glace samedi à La Roche-sur-Yon avec la 10e journée de Division 2. Le Hogli affronte l'équipe 2 de Anglette, 10e et dernier avec une seule victoire. Coup d'envoi à 18h30. L'équipe masculine de volleyball de Montaigu-Vendée-Boufféré jouera samedi soir la 8e journée de National 3 face à la Chapelle Saint-Aubin. Coup d'envoi à 18h30. En National 3 féminine, l'équipe des Landes-Génusson se déplacera à Quimper dimanche. Il y aura du surf ce week-end au Sable d'Olonne avec les championnats départementaux, catégorie Espoir et Open. Organisée par l'Olona Surf Club, la compétition se déroulera à la plage de Tanchette et un report est possible les 14 et 15 décembre. Du cyclocross samedi à Saint-Prouan à l'occasion du Noël flamand. La 3e manche de la Coupe régionale aura lieu au parc de la Bourroche. 300 coureurs sont attendus, des catégories U15 à seniors, mais aussi les écoles de vélo. Autre événement de cyclocross dimanche à Bournezeau à partir de 10h. Là aussi, il concernera les catégories U15 à seniors et les écoles de vélo. Plusieurs rendez-vous de course à pied, à commencer par les courses nature de la vie, samedi et dimanche au Poiré-sur-Vie. Au programme, un trail nocturne, des trails de 9, 16 et 33 km, une marche nordique de 16 km et des courses pour enfants. C'est organisé par le Jogging Club du Poiré-sur-Vie. Du côté de Mortagne-sur-Sèvre aura lieu le Trail urbain de Mortagne. Organisé par l'Entente-Sèvre, 2 courses sont proposées, 6 et 15 km. Et enfin dimanche, place au Trail des Maines du côté de Saint-Georges de Montaigu avec 3 courses au programme de 11, 15 et 20 km à partir de 9h. Voilà, puis à noter que vous pourrez également retrouver en athlétisme les championnats départementaux de cross-country course. Ce sera dimanche au parc de la Bourroche de Saint-Prouan. Et puis, autre rendez-vous athlétisme, un meeting régional du côté du Vendée Space dimanche également. Allez, il nous reste quelques secondes. On termine avec le quiz. Allez, quelques questions rapides pour tous les trois. Le premier qui a la réponse est bien sûr amené à la donner le plus rapidement possible. Alors, quel ancien footballeur a disputé au mois de novembre son tout premier match de tennis professionnel ? Un grand joueur de foot qui est uruguayen,
peut-être vous donner quelques indices. Forlan. Diego Forlan, un premier point pour Nathan. Diego Forlan qui a joué au Challenger de Montevideo, chez lui en Uruguay, meilleur joueur de la Coupe du Monde 2010. Cette semaine, quel club de Ligue 1 a annoncé avoir interdit de stade un jeune supporter âgé de 6 ans? Le Havre. C'est le Havre, effectivement. L'enfant a été filmé en train de lancer des gobelets en carton et des bouts de papier sur la pelouse du stade Océane. Et puis une petite dernière question Vendée Globe. Allez, quand même voir si vous avez suivi un peu l'actu du côté de nos skippers. Quel skipper Sablé est actuellement 2e du Vendée Globe derrière Charlie Dalin? Thomas Ruyant. Alors, c'est pas Thomas Ruyant. Thomas Ruyant est juste au pied du podium. Si je vous dis le groupe du Breuil, Sébastien Simon. Sébastien Simon, eh bien parfait, on a une égalité parfaite ce soir. Voilà, magnifique. Bon, plus branché voile. C'est ça. Pourtant pas du tout. Voilà, en tout cas, l'actualité du Vendée Globe, vous savez, elle continue tous les soirs sur TV Vendée à retrouver le journal du Vendée Globe à partir de 18h15. Merci Laurent David, Nathan Jaworski d'être venu nous voir. Merci à vous. Bon déplacement du côté des Côtes d'Armor. Erwan, bonne suite de saison. Merci. On se revoit vite parce qu'il y aura peut-être encore beaucoup d'actualités Oui. du côté du Ring Hockey, on Absolument. n'en doute pas. Quant à nous, on se retrouve lundi pour le journal des sports dans la matinale et à 18h45 pour 85 chrono. Très belle fin de soirée à tous et belle semaine sur TV Vendée.